Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour notre Midi Histoire de décembre, le dernier de l'année 2024. Midi Histoire, je vous le rappelle, qui sont organisés par l'IGPDE, des ministères économiques et financiers. Et nous avons le plaisir, l'honneur et le bonheur d'accueillir pour notre séance aujourd'hui Stéphane Mourlane. Stéphane Mourlane va nous proposer une intervention aujourd'hui intitulée « Évolution des sports d'hiver au miroir des Jeux Olympiques en France ». Stéphane Mourlane est directeur adjoint de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. Il est maître de conférences en histoire contemporaine à l'université d'Aix-Marseille. Il est avec nous aujourd'hui car il a deux grandes spécialités en histoire. L'immigration italienne en France, sujet de sa thèse, j'y reviendrai, et également le sport et les pratiques sportives. C'est pourquoi il est avec nous aujourd'hui. Je reviens sur sa thèse qu'il a soutenue en 2002 et qui avait pour titre « Une certaine idée de l'Italie, attitude politique et pratique ». Cette thèse lui a valu le prix Jean-Baptiste Durosel de l'Institut d'histoire des relations internationales. Il a ensuite poursuivi sa carrière d'universitaire et a été un universitaire voyageur car il a passé une année à l'École française de Rome et également plusieurs années aux États-Unis dans différentes universités. Stéphane Mourlane donc a deux centres de recherche majeurs, à la fois l'immigration italienne en France dans les années 50, sujet de sa thèse, comme je viens de vous le dire, mais également les pratiques sportives. Et je vais citer juste un de ses ouvrages qu'il a fait avec plusieurs intervenants spécialistes d'histoire du sport, dont on a déjà eu le plaisir d'écouter l'un d'entre eux, Nicolas Boncel, qui était venu en juin nous proposer une conférence autour des JO de Londres. Et cet ouvrage est Une histoire mondiale de l'olympisme, 1896-2024. Il y avait 7 directeurs scientifiques, donc vous en avez déjà vu 3, au moins 2 en tous les cas. Et je termine ma petite introduction en vous signalant que vous pouvez regarder sur le site des rendez-vous de l'histoire de Blois les 3 interventions à des tables rondes qu'a donné notre intervenant à l'occasion de ces rendez-vous et qui portaient sur l'olympisme. J'en cite un par exemple, la guerre froide au cœur des Jeux Olympiques, 2, les Jeux Olympiques, la montée des nationalismes et les premières villes des Olympiades. Voilà, mais pour l'instant, on est sur les sports d'hiver et les Jeux Olympiques. Je laisse la parole à notre intervenant. Très bonne conférence à tous et je profite de ce moment pour vous souhaiter de joyeuses fêtes à tous car il n'y aura plus de Midi Histoire avant la rentrée. Merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravi d'être parmi vous à midi pour évoquer encore les Jeux olympiques. Après l'enthousiasme, l'engouement suscité par les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, on n'en a pas tout à fait terminé avec les Jeux en France, puisque, vous le savez peut-être, la France est candidate, et la candidature a été validée, pour accueillir les Jeux olympiques d'hiver en 2030, les Alpes françaises, 2 régions en particulier, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, devraient, si tout se passe bien, si l'État confirme les garanties, notamment financières, apportées à ce projet, donc la France devrait à nouveau être une terre d'accueil des Jeux olympiques. Alors concernant ces Jeux olympiques d'hiver, c'est la 4e fois
Ce sera la 4e fois que la France accueille ces Jeux d'hiver, autant que les États-Unis. Enfin, d'ailleurs, les États-Unis dépasseront la France en 2034 puisque les Jeux se dérouleront à nouveau dans l'État de l'Utah, et en particulier à Salt Lake City. Et vous pouvez le voir sur cette carte, donc les différents pays et différentes villes hôtes de ces Jeux olympiques. Et Paris, donc, la France, pardon, a accueilli ces Jeux en 1924, en 1968 et en 1992. Et je vous propose donc de revenir sur ces 3 éditions qui se sont déroulées en France, afin de saisir à la fois les évolutions des sports d'hiver, avec des enjeux qui ne sont pas seulement sportifs, et nous allons voir que c'est une histoire culturelle, une histoire économique, mais aussi une histoire politique au travers de ces Jeux olympiques d'hiver. Alors, on va donc prendre successivement ces 3 Olympiades, à Chamonix en 1924, Grenoble 1968, Albertville en 1992. Avant de s'engager dans les Jeux de Chamonix en 1924, il convient de rappeler justement que ces premiers Jeux olympiques d'hiver à Chamonix marquent une étape importante dans le développement des sports d'hiver, et que ce développement s'inscrit lui-même dans un mouvement d'attractivité de la montagne qui s'est engagé depuis le XVIIIe siècle, un essor lié au tourisme, d'abord d'ailleurs un tourisme médical, en relation avec le thermalisme, le climatisme, un tourisme scientifique également, fondé sur l'observation de la faune, de la flore, et qui évolue vers un tourisme sportif, mais également mondain. Ces pratiques sont des pratiques mondaines, y compris d'ailleurs les sports de glace, qui sont d'ailleurs eux plutôt à rattacher à une tradition plus urbaine, en tout cas plus urbaine que montagnarde. La première patinoire urbaine, elle voit le jour à Londres dans les années 1870. Il faudra attendre le début des années 1890 pour que Paris se dote d'une patinoire. Et on a donc là une pratique récréative, mais qui est aussi une pratique sur le plan social distinctive et mondaine, comme en montagne, comme vous pouvez le voir sur ce dessin d'une femme à ski dans les bois, qui traduit tout à fait effectivement cette distinction sociale. D'ailleurs, ces pratiques suscitent une certaine réserve de la part des populations montagnardes, ironie, incompréhension, voire même parfois un peu d'hostilité à l'égard de pratiques qui sont jugées dangereuses, puisque ces touristes n'hésitent pas à exercer leurs loisirs dans des lieux qui, à l'époque, ne sont pas spécialement aménagés pour ces pratiques. Ce sont les chemins communaux, ce sont des surfaces naturelles, et cela, effectivement, est regardé avec une certaine distance. Mais plus encore, les sports d'hiver sont véritablement nés dans le giron de l'armée à la fin du XIXe siècle, dans une perspective de défense des frontières, et dans cette perspective-là, que ce soit les raquettes ou encore les skis, apparaissent comme tout à fait utiles pour le déplacement des troupes. Et on voit ici des chasseurs alpins qui d'ailleurs reprennent une tradition italienne qui est celle des Alpini, et donc on est toujours sur cet espace frontalier des Alpes, avec la création d'une école militaire de ski à Briançon en 1904, et cette école, elle contribue véritablement à la propagation de la pratique du ski, avec le soutien aussi, il faut le dire, du club alpin français qui lui a été fondé en 1874. Alors, il y a là une contribution, je le disais, à la promotion du ski, non seulement au travers de la distribution du matériel, mais surtout en enseignant aux plus jeunes, notamment dans les populations montagnardes, ces pratiques des sports d'hiver à l'occasion de leur service militaire qui, je vous le rappelle, à l'époque, est de 2 ans. Et ce sont aussi ces militaires qui participent aux premières compétitions
de sport d'hiver, et l'une des plus importantes est le concours international de sport d'hiver au Mont-Genèvre, dont la première édition est organisée en 1907, devant un public nombreux. Il y a 3000 personnes. Je rappelle qu'à l'époque, à Briançon, il y a 6000 habitants, donc c'est vraiment tout à fait important. La presse sportive également va contribuer à ce que l'on appellerait aujourd'hui la publicité et qu'on appelait à l'époque la propagande des sports d'hiver, avec plusieurs objectifs. Un objectif tout d'abord, et vous le voyez sur l'image à gauche de la diapositive, une perspective patriotique, avec la devise du club alpin français « Pour la patrie, par la montagne ». Il s'agit aussi de favoriser le désenclavement des villages de montagne. C'est aussi avec l'objectif d'améliorer les conditions d'hygiène des populations montagnardes dont on craint la dégénérescence. C'est la fameuse figure très répandue à l'époque du crétin des Alpes, ces petits êtres difformes, goitreux, incapables de parole et d'intelligence, qui auraient du mal à marcher et qui sont très présents dans l'imaginaire collectif à l'époque. Et il s'agit aussi, et c'est un point sur lequel on va être amené à revenir à plusieurs reprises, d'attirer des touristes fortunés. Alors ces compétitions, elles se répètent chaque année avec une diversité d'épreuves. Ski de fond, vous le voyez là aussi à l'écran, le saut à ski, donc on est sur des pratiques d'origine nordique. Le patinage de vitesse, patinage de figure, le hockey sur glace, le curling, la luge, le toboggan, un certain nombre de sports aussi un peu plus insolites, souvent d'ailleurs éphémère, le ski juring, qui est en fait un ski tracté par un cheval, l'ice yachting, le vélo-ski, ou encore même le tennis sur glace. En tout cas, toutes ces pratiques en compétition suscitent l'enthousiasme et conduisent justement à la réalisation de nombreux équipements dans des stations climatiques qui deviennent progressivement des stations de sport d'hiver. On construit des patinoires, des pistes de luge, de bobsleigh, des tremplins de saut. Et à la veille des Jeux Olympiques de Chamonix, la France en fait compte une vingtaine de centres de sport d'hiver répartis sur les différents massifs. Chamonix est la principale de ces stations. C'est une station internationale qui peut rivaliser avec ses concurrentes suisses, en particulier Davos, Saint-Moritz. Chamonix dispose d'hôtels importants. L'accès à Chamonix est également facilité par le chemin de fer, avec une gare qui a été inaugurée en 1901. C'est donc comme une évidence que Chamonix accueille la grande semaine internationale des sports d'hiver du 25 janvier au 5 février 1924, qui a été baptisée l'année suivante premiers Jeux Olympiques d'hiver. Ce sont effectivement les premiers depuis la rénovation des Jeux Olympiques en 1896, et depuis il y a eu 7 éditions des Jeux Olympiques d'été, depuis 1896. Pourquoi ? Parce qu'en fait, jusqu'alors, ces sports d'hiver, et notamment de la part, vous pouvez le voir ici à l'écran, du baron Pierre de Coubertin, ne suscitaient pas un grand intérêt. Coubertin considérait que la grande infériorité des sports de neige et qu'ils sont d'une complète inutilité, n'étant susceptibles d'aucune application utilitaire, quelle que soit. Il n'en reste pas moins que la revue olympique, qui est l'organe officiel du Comité international olympique, s'intéresse à ces sports d'hiver et la revue distingue les sports de neige des sports de glace, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et ces sports d'hiver, en fait, sont dans un premier temps intégrés aux Jeux Olympiques d'été. En particulier, mon collègue et ami Nicolas Bancel vous en a parlé à Londres en 1908, à l'occasion de ce qu'on appelle les Winter Games, c'est-à-dire ces sports que l'on pratique l'hiver. Alors, c'est une conception assez large parce qu'il y a certes du patinage, et vous voyez à l'écran le couple allemand champion
olympiques de danse sur glace, mais il y a aussi dans ces Winter Games, la boxe, le football, le hockey sur gazon ou encore la crosse, ce sport canadien. Et il faut attendre les Jeux olympiques d'Anvers en 1920 pour que se déroule une épreuve de hockey sur glace. En fait, ces sports d'hiver ont une compétition spécifique, qui est même concurrente des Jeux olympiques. Depuis 1901, eh bien, les Scandinaves organisent les Jeux du Nord, que l'on appelle aussi Jeux nordiques. Coubertin, lui, considère qu'il s'agit là d'une Olympiade boréale. Alors, ces Jeux nordiques, ils sont créés par un officier suédois, Victor Balk, qui est membre d'ailleurs du Comité international olympique. Et il le fait notamment pour promouvoir le nationalisme suédois. Et vous voyez donc le programme de ces Jeux nordiques qui inclut les principaux sports d'hiver, même si, vous pouvez le voir dans la colonne de droite, eh bien, il y a des disciplines non hivernales inscrites au programme, l'escrime, la natation, l'équitation, des courses de voitures, de motos, de montgolfières et même des épreuves de chasse qui peuvent apparaître comme un peu plus insolites. Il y aura 8 éditions de ces Jeux nordiques qui vont toujours se dérouler en Suède, sauf en 1903 où ils se déroulent en Norvège, même si à cette époque, la Suède et la Norvège ne forment qu'un seul et même royaume. Les organisateurs de ces Jeux nordiques s'opposent à l'éventualité d'une intégration des sports d'hiver au mouvement olympique. Du côté du Comité international olympique, on n'est pas non plus très convaincu, on a vu tout à l'heure la position de Coubertin, mais d'une manière générale, on considère que l'organisation de Jeux olympiques d'hiver exige des conditions géographiques, climatiques très particulières, trop peut-être, qui auraient tendance à exclure la plupart des nations sportives. Et je me permets de vous rappeler que l'une des vocations de l'olympisme, c'est l'universalisme. Mais les choses vont changer effectivement à l'occasion des Jeux de 2024. Coubertin, qui s'apprête à quitter la présidence du Comité international olympique, fait pression pour que Paris obtienne les Jeux d'été. Et c'est l'occasion, pour lui, d'intégrer ce que l'on appelle un prélude hivernal, qui s'inscrivent dans la continuité donc, des semaines hivernales de sport d'hiver, qui sont organisées depuis le début du siècle. La seule différence, et elle est de taille, c'est qu'en 1924, aux Jeux olympiques, eh bien, les Scandinaves vont participer, ce qui permet de pouvoir prétendre à l'appellation de Jeux olympiques. Alors, je vous le disais, donc Paris 2024, des Jeux d'été et à Chamonix en la même année pour les Jeux d'hiver. Chamonix s'impose, je l'ai dit, compte tenu de sa réputation, compte tenu de son attractivité, mais Chamonix doit procéder à de nombreuses constructions. Vous voyez ici ce qu'était Chamonix au début du XXe siècle, avec notamment cette gare du PLM. Mais de nombreuses constructions, des équipements sont nécessaires. Une patinoire, une piste de bob et de luge, un tremplin de saut à ski. Et ces équipements réclament de très importants investissements, qui sont estimés à 3,5 millions de francs. 2 millions sont fournis par Chamonix, 1,5 million par le Comité olympique français, grâce à des subventions du gouvernement. Ces investissements sont loin, bien loin, d'être couverts par les recettes, donc 3,5 millions. On estime que les recettes tournent autour de 120 000 francs à l'époque, donc vous voyez, il y a un delta là qui est tout à fait important. Ce sont 258 athlètes de 16 pays, principalement, vous pouvez le voir à l'écran, européens, auxquels s'ajoutent les États-Unis et le Canada. Donc ces participants se retrouvent le 24 janvier 1924
pour la cérémonie d'ouverture, qui est déjà marquée par un défilé d'athlètes, depuis la place de l'Hôtel de Ville jusqu'au stade olympique, où le sous-secrétaire d'État à l'enseignement technique, Georges Vidal, déclare ouverts les Jeux. Ensuite, vous le voyez à l'écran, les porteurs de drapeaux se rassemblent en arc de cercle autour de l'adjudant Camille Mandrillon, et on voit là encore l'empreinte militaire sur ces sports d'hiver. L'adjudant Mandrillon est le porteur de drapeau français, et il prononce le serment olympique au nom de tous les athlètes, ce serment olympique qui d'ailleurs est devenu un rituel à partir des Jeux olympiques de 1920 à Anvers. Alors ce sont 9 sports qui sont pratiqués, vous les voyez là aussi à l'écran, 16 épreuves, des sports d'ailleurs qui sont déjà, on va y revenir, un peu perturbés par les aléas climatiques, parce que si à la fin du mois de décembre 1923, il y a eu de très fortes chutes de neige sur Chamonix, s'en est suivi un redout accompagné de violentes pluies qui s'abattent sur les sites. Et avec le dégel, par exemple, la patinoire se transforme en véritable lac à la veille de la cérémonie d'ouverture. Et fort heureusement, les températures vont rechuter, et ce qui va permettre à ces Jeux de se tenir bon gré, mal gré. Mais quoi qu'il en soit, notez que ces Jeux olympiques d'hiver, d'emblée, sont tributaires et le resteront de ces aléas climatiques et notamment du manque de neige. Ça se reproduira notamment lors de la 2e édition en 1928 en Suisse à Saint-Moritz. Alors parmi les épreuves, on relève, et je vous ai mis cette image sur la diapositive, la course de ski militaire, également connue sous le nom de patrouille militaire, et c'est encore une fois un témoignage de ce que doivent les sports d'hiver aux armées. Il s'agit en fait d'une course de ski de fond de 30 km par patrouille de 4 hommes, dont un officier. Et cette course se termine par une séance de tir sur cible. Au classement des nations, eh bien, c'est un système de points à l'époque, c'est pas un classement par médaille, et on retrouve sans surprise la Norvège et la Finlande aux 2 premières places. De manière peut-être un peu plus surprenante, la Grande-Bretagne est en 3e position. C'est pas tout à fait surprenant parce que notamment les Britanniques sont très bons dans les disciplines de glace, les disciplines plus urbaines. La France est, elle, classée 8e sur 12, ce qui n'est pas un résultat extraordinaire. Et cette 8e place, la France la doit surtout à ces athlètes des sports d'hiver donc plus urbanisés, comme le patinage artistique ou le curling. Et seuls, justement, les militaires se distinguent dans le concours de la patrouille militaire, où ils terminent 3e. Alors, il faut aussi quand même noter qu'officiellement, cette épreuve de patrouille militaire, elle est sortie du programme olympique, puisque l'une des autres valeurs portées par l'olympisme, c'est le pacifisme, et que cette épreuve contrevient à cette aspiration. Alors ces Jeux olympiques, ils sont marqués par une bonne organisation reconnue, et ils vont contribuer à donner au sport d'hiver un véritable essor. Ils vont aussi contribuer à faire connaître les atouts touristiques de la Savoie, avec des retombées d'abord pour Chamonix. Chamonix, on l'a dit, qui était une station particulièrement bien dotée, mais on assiste à une accélération, notamment en termes d'équipement, avec en particulier des équipements grandioses, de prestige, la construction des téléphériques du Midi, du Brévent, du Salève également, avec une clientèle étrangère plus nombreuse également, dans un contexte économique favorable, puisque la dévaluation du franc favorise l'attraction de cette clientèle étrangère qui représente à peu près 50% des touristes qui fréquentent Chamonix. Mais
au-delà de Chamonix, ce sont l'ensemble des sports d'hiver qui reçoivent un nouvel élan. Il y a en France, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, 140 stations de sports d'hiver, donc c'est vraiment un réseau solide. En tout cas qui permet à la France de se positionner sur le plan international. Beaucoup de ces stations vont organiser des compétitions sportives, ce qui permet d'ailleurs d'attirer là aussi la clientèle. Et encore une fois, le public qui est visé, c'est vraiment le public étranger. Et il y a un rapport de 1927 de l'Office national du tourisme qui indique la Tour Eiffel a coûté 10 millions, le Mont Blanc nous a rien coûté. Ça montre bien effectivement la perspective en termes d'attractivité touristique que représentent ces espaces et ces pratiques. Alors, cette croissance, elle est quand même à relativiser, cette croissance des sports d'hiver et du tourisme hivernal. Vous le voyez à l'écran, on le sait notamment grâce aux chiffres des taxes de séjour, la taxe de séjour qui a été instaurée par une loi de 1910, mais en réalité, les recettes des stations de sport d'hiver sont moindres que celles des stations balnéaires. Évidemment, l'attractivité est soumise à une météo capricieuse, il n'y a pas toujours de la neige, et ce d'autant plus que ces stations sont des stations que l'on peut qualifier de moyennes montagne. Ces stations sont éloignées, leur accessibilité, même si vous voyez que sur la carte que l'on développe le réseau de transport, c'est pas simple, il faut 13 heures aux Parisiens pour se rendre à Chamonix en 1929. Quant à l'accès aux stations par la route, là aussi, en fonction des conditions météo, c'est pas toujours aisé et les fameux chasse-neige ne seront véritablement utilisés qu'à partir des années 30. Et puis, il faut ajouter des conditions d'hébergement qui, au-delà des grands hôtels, des hôtels de luxe, restent quand même souvent spartiates. Et enfin, l'élan des sports d'hiver est quelque part fauché, bien évidemment, par la grande crise des années 30. Ces Jeux de Chamonix, ils ont aussi d'autres conséquences, notamment d'un point de vue sportif. Les mauvais résultats des athlètes français que j'évoquais précédemment ont conduit à une prise de conscience et à un véritable mouvement de structuration, avec cette idée qu'il faut revoir toute l'organisation, et notamment l'organisation du ski. Pourquoi ? Parce que le ski devient véritablement la discipline phare en France et ailleurs. Alors cette structuration, elle passe par la création d'une fédération française de ski. Vous voyez, peu de temps après la tenue des Jeux olympiques d'hiver, la reconnaissance également du ski alpin, qui vraiment devient une attraction par la Fédération internationale de ski. Le matériel n'a de cesse de s'améliorer, notamment grâce à des fabricants français. Je pense notamment à Rossignol, fondé en 1936, Dynamique parmi d'autres marques également présentes à l'époque. Les remontées mécaniques également font leur apparition avec le développement du ski alpin. Et puis, il y a toute une méthode française du ski qui se développe et qui est incarnée, alors vous le voyez ici dans sa tenue de soldat mobilisé en 1939. Il s'agit de Émile Allais, champion du monde de ski en 1937 et qui est l'un des fers de lance, effectivement, du ski français à cette époque. Donc avec de bons résultats, mais aussi, vous le voyez, au regard des effectifs de la Fédération française de ski, une croissance importante. On passe de 5000 pratiquants à près de 50 000 à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Alors 44 ans après, la France accueille à nouveau les Jeux Olympiques, à Grenoble, cette fois, en 1968. Des Jeux que l'on qualifie souvent des Jeux de la France, des Jeux de la modernité. Ce n'est pas seulement les Jeux d'une région. Et cette candidature de Grenoble, elle est annoncée en 1960 et elle répond à plusieurs motivations. Tout d'abord, elle
cette candidature, elle s'inscrit dans le dynamisme d'une ville, Grenoble, dont vous voyez l'essor de la population. La population de Grenoble a quasiment multiplié par 2 depuis les années 30, grâce notamment au développement de son université, l'implantation aussi du centre d'études nucléaires, une première en dehors de la région parisienne en 1956. Mais cette ville connaît des retards dans l'aménagement urbain. C'est aussi une ville qui est mal raccordée, toujours cette question de la lenteur des liaisons ferroviaires depuis Paris. Il n'y a pas de grande voie routière non plus vers les aéroports de Genève ou de Lyon. Et des travaux sont prévus dans le 5e plan et les Jeux Olympiques vont accélérer ce mouvement. Tout cela, évidemment, dans un contexte économique favorable, que Jean Fourastier a qualifié de 30 glorieuses, avec un PIB en croissance constante. Donc cela favorise évidemment cette candidature. Mais en revanche, cette candidature, elle s'inscrit aussi dans un autre contexte qui est le déclin de l'économie montagnarde traditionnelle. Et la solution passe plus encore par le développement du tourisme et en particulier le tourisme hivernal. Et au cours des années 1960, eh bien, ce tourisme et le développement du tourisme est largement lié à l'adoption du plan neige, ce premier plan neige en 1964, qui s'inscrit dans la politique d'aménagement du territoire, la fameuse DATAR, est créée en 1963, et ce plan neige, il a vocation à déterminer un concept de station d'altitude, je cite, très fonctionnel au service du ski, fondé sur un urbanisme vertical, initier un partenariat unique auprès des collectivités et faire émerger une nouvelle génération de stations très performantes, susceptibles d'attirer les devises étrangères. Encore une fois, vous le voyez, la cible est internationale, résolument internationale. En fait, il s'agit de transformer les sports d'hiver en une véritable industrie touristique, tout en enrayant le déclin démographique des régions montagnardes. Et vous voyez ces fameuses stations, la Plagne, qui apparaît en 1963, et je vous ai mis cette image de la Plagne dans les années 2000, et qui donne une illustration de ce que sont ces stations, que l'on va qualifier de stations de 3e génération ou stations intégrées. La candidature de Grenoble, elle s'inscrit aussi dans le cadre de la politique gaullienne de grandeur de la France. Il s'agit d'assurer le prestige de la France, et de ce point de vue-là, il faut dire que le sport n'apporte pas une contribution majeure dans les années 1960. L'année même où est décidée la candidature pour les Jeux de Grenoble, eh bien la France vit une véritable déroute. Le journal L'Équipe parle de honte, même de déchéance nationale, à l'occasion des Jeux Olympiques d'été de Rome, puisque aucune médaille d'or n'est remportée à cette occasion. Et cette caricature de Jacques Faisan publiée dans le Figaro est tout à fait significative de l'état d'esprit. On y voit le général de Gaulle en survêtement, qui déclare « Dans ce pays, si je ne fais pas tout moi-même », et de fait, effectivement, le général de Gaulle va donner l'impulsion d'une politique sportive dédiée à assurer justement son ambition de grandeur sur la scène internationale. Et la cérémonie d'ouverture, que le Dauphiné libéré qualifie de grandiose, est conçue dans cette perspective, effectivement, de donner à voir la puissance de la France sur la scène internationale. Pour cela, il convient aussi de mobiliser les Français, et cette mobilisation, elle passe, vous le voyez ici, par l'organisation d'un relais de la flamme. Alors, ce n'est pas une invention française, d'ailleurs, le relais de la flamme est une invention allemande et même une invention nazie, puisque le premier relais de la flamme se déroule à l'occasion des Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Mais ici, le relais de la flamme, vous voyez, qui traverse toute la France, parfois d'ailleurs dans des circonstances un peu hétéroclites. Pour prendre le cas de
Marseille, une région que je connais bien, eh bien la flamme olympique va traverser le vieux port, portée à bout de bras par un plongeur sous-marin qui transmettra la flamme à des rameurs sur un aviron pour traverser donc ce vieux port. Et il y a un véritable enthousiasme au passage de cette flamme, et effectivement, les Français se sentent particulièrement concernés par ces Jeux olympiques. Il y a d'ailleurs toute une série d'affiches, de cartes postales, de gadgets, encore une fois, pour donner à voir ces Jeux. Alors ces Jeux, ils se donnent à voir aussi bien évidemment à la télévision. Ils sont diffusés en direct dans toute l'Europe, et ce depuis les Jeux de Cortina d'Ampezzo en 1956. Ils sont diffusés dans le monde depuis les Jeux de Tokyo en 1964. Et à Grenoble, les images sont en couleur, même si la plupart des Français, à l'époque, ne disposent que de récepteurs en noir et blanc, et celui que je vous mets à l'image est une exception, mais là n'est pas la question. Il s'agit de montrer que l'on est capable effectivement, de proposer ces images en couleur, et d'ailleurs, l'ORTF se mobilise grandement, et pour un résultat, bien, vous le voyez, de 600 millions de téléspectateurs dans le monde. Et il faut dire que les journalistes, 2500, ils sont là en nombre, sont particulièrement bien accueillis, choyés. Des appartements sont mis à disposition. On leur offre des repas gastronomiques, ils ont le salon de coiffure gratuit, etc., etc. Tout est fait, encore une fois, pour assurer la promotion de la France et assurer justement aussi cette image de la modernité. Cela a un coût, évidemment. D'importants investissements sont menés, plus de 1 milliard de francs, très largement du financement public, pris en charge par l'État aux 3/4, une partie par Grenoble, au prix d'ailleurs de l'augmentation de la fiscalité des Grenoblois. Les autres communes olympiques également prennent en charge une partie de ce budget qui est consacré très largement aux aménagements, et pas seulement les installations sportives. Je ne sais pas si on le voit très bien à l'écran sur cette carte, mais c'est l'occasion de construire un nouvel hôtel des postes, un nouvel hôtel de police, un nouvel hôtel de ville, une maison de la culture, un hôpital. Donc ce sont, encore une fois, des dépenses très importantes qui nécessitent une mobilisation de l'État et de nombreux ministères, sous la houlette d'un comité interministériel dirigé, supervisé par le Premier ministre, et évidemment, le ministère des Finances est particulièrement impliqué, notamment en exerçant un contrôle très étroit sur le comité d'organisation des Jeux Olympiques et les dépenses de ce comité. Les recettes ne vont pas être extraordinaires, notamment parce que le prix des billets est cher. On a estimé qu'un spectateur qui serait plutôt assidu, plutôt économe, qui passerait 2 semaines à Grenoble à l'occasion des Jeux Olympiques, dépenserait entre 1 500 et 2 000 francs. Je vous rappelle à l'époque que le salaire ouvrier et employé oscille entre 600 et 1 200 francs. Donc ce sont quand même des sommes qui sont rédhibitoires. Et en fait, le public est surtout composé de gens qui ont les moyens, d'étrangers. Et selon la formule cynique du Premier ministre Pompidou, eh bien, les Français regarderont les Jeux Olympiques à la télévision. L'argent, donc, est mobilisé de manière importante, je l'ai dit. Il s'agit, encore une fois, d'aménager des routes pour mener aux stations de ski, des autoroutes. L'aérodrome militaire de Grenoble-Saint-Jouard est transformé en aéroport commercial. Il y a tout un plan d'urbanisme de la ville de Grenoble qui est mis en œuvre. Cet argent, il sert aussi, bien évidemment, à la construction des sites à Grenoble, avec un stade de glace qui accueille 12 000 spectateurs, notamment
pour le hockey, pour le patinage artistique aussi, et c'est dans ce stade de glace que s'opère la remise de toutes les médailles. L'anneau de vitesse également, qui est en plein air, à côté du stade. Le village olympique, le principal village olympique. Ou encore, vous le voyez à l'écran, le stade olympique, qui est en fait une structure provisoire pour les cérémonies d'ouverture et de clôture, et qui se situe sur le site de l'ancien aéroport de Grenoble-Mermoz. Les autres sites, vous le voyez à l'écran, sont dispersés dans le Dauphiné. Il y a d'ailleurs plus de 100 km entre les stations les plus éloignées, dans le massif du Vercors, à Autrans, pour le ski de fond, le biathlon, le combiné nordique, mais il y a d'ailleurs un petit tremplin de 70 mètres, il y a un petit village olympique, à Saint-Nizier également, pour le saut, Villard-de-Lans, pour la luge, dans le massif de Beldonne, à Champs-Rousse, pour les épreuves alpines, ou encore dans l'Oisans, à l'Alpe d'Huez, où on trouve la piste de bobsleigh, et c'était aussi le site de repli pour le ski alpin. Dans la vitrine, justement, dans cette vitrine de la France, dans cette vitrine de la modernité, eh bien, on peut voir un certain nombre d'innovations technologiques, et notamment en matière de chronométrage, si important évidemment pour les nombreuses épreuves de vitesse, et pour la première fois, à Grenoble, les temps sont suivis en direct par les spectateurs et les téléspectateurs. Le déroulement du temps de la course, le temps intermédiaire, les temps à battre, les vitesses également. Tout cela est visible en direct et l'ensemble des résultats est également, et c'est un signe de modernité, géré par un centre de calcul équipé par la société IBM. Toujours du point de vue de la vitrine, eh bien, il y a les performances françaises. Ces performances françaises, dans un contexte donc avec 1158 athlètes, 211 femmes seulement, au passage, qui représentent 37 pays, ce qui constitue un record pour l'époque, qui s'affrontent dans une dizaine de disciplines. Et les résultats sportifs, on l'a dit, qui étaient jusqu'alors peu brillants, eh bien, sont à la hauteur en tout cas de l'espoir mis par le gouvernement français, et je vous ai mis ici cette citation de François Missoff, qui était ministre de la Jeunesse et des Sports, qui considère qu'une manifestation internationale engage toujours, sinon le prestige, du moins le renom d'une nation. Et de ce point de vue-là, on ne sera pas déçu, et les Jeux de Grenoble de 1968 eh bien, viennent finalement marquer le redressement général du sport français dans les années 60, et en particulier des sports d'hiver, avec des figures comme Jean Vuarnet, notamment, qui s'illustrent. Au championnat du monde de 1966, à Portillo, les Français vont même remporter 16 des 24 médailles qui sont mises en jeu. Et de fait, on n'est pas surpris de voir la France eh bien, sur la troisième marche du podium, au tableau des médailles. C'est son meilleur résultat jusqu'alors, avec 9 médailles, dont 4 en or, surtout d'ailleurs en ski alpin. Et le héros des Jeux, eh bien, c'est Jean-Claude Killy, un record d'ailleurs avec 3 médailles d'or en descente, en slalom géant, même si en slalom, on pourra peut-être y revenir, c'est marqué par un épisode un peu un imbroglio, mais 3 médailles. Pour ce, puisque nous sommes au ministère de l'économie et des finances, il convient peut-être de rappeler que Jean-Claude Killy était à l'époque sous le contrat avec les douanes françaises, qui lui ont permis justement eh bien, de performer, selon une formule devenue à la mode. Alors en termes d'héritage, assez rapidement, je ne vais pas rentrer complètement dans le détail ici, l'organisation des Jeux a donné plutôt satisfaction, elle a été saluée par la presse, en dépit, vous le voyez, du peu d'engouement du public, parce que 3 millions de billets étaient disponibles, il y a eu seulement 685 000 spectateurs. C'est aussi le résultat
d'une organisation qui voulait tout contrôler. Et peut-être qu'à vouloir tout contrôler, ça a pu peut-être sans doute brider un peu d'enthousiasme. La météo également, qui n'a pas toujours été idéale. On retrouve effectivement des températures trop basses. Par exemple, les épreuves de bobsleigh, la finale a dû se dérouler à 4 heures du matin pour qu'il puisse y avoir de la glace, et on pourrait multiplier les exemples. En revanche, ces jeux renforcent l'image de ville dynamique que possède Grenoble. Grenoble rattrape son retard en matière d'équipement. Des grandes firmes viennent s'installer. En termes de tourisme, surtout d'ailleurs pour les stations, moins pour Grenoble, des stations qui sont d'ailleurs modernisées. La question qui se pose, c'est celle de la durabilité des équipements. C'est d'ailleurs aujourd'hui une thématique essentielle. Le Comité international olympique parle d'héritage, et de ce point de vue-là, le bilan est contrasté et nuancé. Vous le voyez, le stade de glace est transformé en palais des sports à Grenoble, l'anneau de vitesse devient une piste de patinage à roulettes. En revanche, le tremplin de Saint-Nizier, vous voyez une image ici, est lui abandonné. Il est ce que l'on appelle dans le milieu sportif un éléphant blanc, c'est-à-dire ces équipements construits à l'occasion d'une grande compétition internationale et qui ne trouvent pas leur utilité ensuite. Et on voit que le tremplin d'Autran a été peu utilisé aussi. Les pistes de luge, pareil, jamais utilisées, progressivement intégrées dans un complexe touristique. La piste de bobsleigh, elle aussi, est progressivement démolie. Et en fait, l'échec, quelque part, de ces équipements traduit un échec sportif dans l'essor de certaines disciplines en France, où on n'a jamais brillé, effectivement, que ce soit le saut à ski ou encore la luge ou le bobsleigh. En revanche, il y a des effets positifs des Jeux de Grenoble sur la pénétration du matériel français de ski sur les marchés français, avec de nombreuses innovations. Et de ce point de vue-là, les sociétés françaises sont reconnues. On assiste aussi à une progression de la pratique du ski. Vous voyez, on passe de 1 million de pratiquants à plus de 2 millions en l'espace de 10 ans, même si on voit surgir les premières critiques à propos de ces stations intégrées qui étaient proposées par le plan Neige, que l'on qualifie d'usine à ski, dans un contexte de prise de conscience des enjeux environnementaux. Je vous rappelle que pour la première fois aux élections présidentielles de 1974, il y aura un candidat écologiste, René Dumont. Et on revient d'ailleurs à un modèle qui est celui des stations-villages, et avec notamment, je vous ai mis comme exemple, la station de Valmorel, qui est inaugurée en 1976. Et d'ailleurs, cette préoccupation environnementale n'est pas sans relation avec l'essor du ski de fond, que l'on considère comme étant plus en harmonie avec la nature. Et l'essor du ski de fond est à intégrer aussi dans une dynamique plus large qui est le développement des sports de pleine nature, des activités outdoor, pour reprendre une formule en anglais. Alors, aux Jeux olympiques d'Albertville, troisième et dernière étape, le contexte est différent. 24 ans plus tard, le contexte est différent, même si on retrouve les mêmes motivations. Le rayonnement de la France, l'attractivité d'une région de montagne, l'essor touristique, avec toujours la clientèle étrangère qui est visée, des enjeux d'aménagement du territoire, des enjeux liés au développement du marché du ski. Autant d'arguments qui justifient à nouveau des investissements massifs. Je vous le disais, le contexte est différent. Au moment où Albertville est candidate à l'accueil de ces Jeux Olympiques, on a pu parler de crise de l'or blanc. Déjà se pose la question de l'enneigement, du manque de neige. À la fin des années 80, les hivers sont doux, ce qui n'est pas sans poser quelques difficultés. Les séjours coûtent cher, dans un contexte aussi de crise, dans le cadre d'infrastructures vieillissantes, moins attractives, et donc de fait, l'activité se
réduit, hein, et il y a l'État en particulier, et notamment le ministère du Tourisme, met en place toute une campagne publicitaire, et peut-être vous vous en souvenez, en tout cas c'est une formule qui est restée, je crois, à l'esprit, hein, avec ce slogan, hein, lors de campagnes télévisées, « La montagne, ça vous gagne ». Donc il s'agit eh bien, de retrouver justement un dynamisme, hein, alors que les effectifs de la Fédération française de ski n'ont de cesse de baisser, que le marché des ventes de ski se rétracte à l'exception du snowboard, nouvelle pratique, hein, qui s'inscrit d'ailleurs dans la dynamique de ce qu'on appelle les sports californiens, hein, l'essor du surf, de la planche à voile, hein, etc. Le snowboard qui d'ailleurs deviendra une discipline olympique que plus tard. Alors c'est dans ce contexte qu'est lancée l'idée de la candidature d'Albertville. Alors Albertville, c'est pas Grenoble, hein. Albertville, c'est une petite ville enclavée, mal desservie, d'ailleurs célèbre pour ses embouteillages, hein, pour ceux qui connaissent, hein, lorsque l'on monte vers les stations, bien, on passe par Albertville. Hein. Alors aujourd'hui, il y a justement une autoroute, que l'on doit d'ailleurs aux Jeux Olympiques, mais ce n'était pas le cas auparavant, ce qui avait donc pour conséquence de saturer, hein, le trafic routier. Autre élément également, hein, qui ne plaide pas en faveur d'Albertville à l'époque, c'est que Albertville, eh bien, se situe, eh bien, dans une de ces vallées alpines qui était marquée par l'industrie hydraulique, hein, et cette industrie est en crise, hein, et un taux de chômage important. C'est donc dans ce contexte que Jean-Claude Killy, que l'on retrouve ici, hein, eh bien, lance cette candidature avec Michel Barnier, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, qui est à l'époque député de la Savoie, président du Conseil général de la Savoie, et d'ailleurs ces Jeux seront ceux de la Savoie, et vous voyez que le logo fait clairement référence justement à l'emblème de cette région, avec un financement important de la part de l'État, du département, de la région. Le comité olympique s'appuie également sur des partenaires privés qui sont rassemblés dans des clubs, hein, à différents niveaux. Je ne rentre pas ici dans le détail. Ces Jeux rassemblent un grand nombre de pays, un plus grand nombre. Nous sommes en 1992. Eh bien, ces Jeux sont post-chute du mur. Hein, et donc, il y a un certain nombre de nouveaux pays, hein, qui apparaissent, et de nouvelles épreuves également, dont le ski acrobatique. Je ne rentre pas dans le détail ici. Hein, vous voyez l'éparpillement des épreuves dans les différentes stations, eh bien, autour d'Albertville. Des Jeux Olympiques qui vont être très largement diffusés, médiatisés. Certains gardent en mémoire, parce qu'elle a marqué les esprits, la cérémonie d'ouverture que l'on doit découfler, qui était aussi impliquée dans les cérémonies, dans les commémorations de la Révolution française en 1989. Un mot quand même pour dire que Albertville se déroule pour la première fois sur le même site, ou quasiment, les Jeux paralympiques d'hiver. Si vous voulez, on aura l'occasion peut-être d'y revenir dans la discussion. Les épreuves sont concentrées à Tignes pour des raisons liées aux difficultés de déplacement. Le bilan sportif, très rapidement, vous voyez, pas très brillant pour la France, qui est en 7e position, hein, quelques médailles, notamment des champions qui vont s'illustrer. Hein. On pense au couple Duchesnay, on pense également à Edgar Gros-Piron, hein, dans l'épreuve de bosse. Mais pas de dynamique par la suite, hein, puisque vous voyez là aussi assez rapidement, à l'exception de quelques figures comme Martin Fourcade, eh bien, la France ne brille pas lors des Jeux Olympiques après Albertville. L'engagement était que les Jeux devaient payer les Jeux, ça ne sera pas le cas. Hein, la facture et l'ardoise, si je puis m'exprimer ainsi, est importante, près de 300 millions comblés par l'État. Les habitants d'Albertville s'en souviennent aussi, hein, puisque leur taxe d'habitation augmente de 40% entre 1990 et 1993. En revanche, vous le voyez ici, une bonne reconversion des équipements sportifs. Hein. Je vous laisse découvrir ici ces reconversions. Hein. Donc là, on sait mieux sans doute qu'à Grenoble, hein, avec notamment, vous voyez, le stade des cérémonies a disparu. Il a été démonté, il a servi d'ailleurs à Barcelone pour les Jeux de 1992, mais il reste ce fameux mât qui avait servi
qui était là pour symboliser le centre du monde lors de la cérémonie d'ouverture. D'un mot, puisque le temps passe, on pourrait presque en rester au titre de cette diapositive. Hein. Il n'y a pas véritablement d'effet JO sur les pratiques du ski. Et certes, il y a eu un mouvement de démocratisation, hein, mais vous le voyez, hein, 11% des Français pratiquent le ski seulement, et dans ces 11%, il y a évidemment les populations locales. En fait, il y a moins de 1 Français sur 10 qui pratiquent le ski, les sports d'hiver d'une manière générale. Ça reste une activité socialement marquée. L'économie est fragile en lien avec les préoccupations environnementales liées au réchauffement climatique. Je vous renvoie d'ailleurs, on pourra peut-être mettre le lien vers ce rapport de la Cour des comptes très récent de février 2024 qui tire la sonnette d'alarme. Et quelque part, il semblerait en tout cas que les initiateurs de la candidature des Jeux Olympiques de 2030 eh bien, cherchent peut-être à conjurer le mauvais sort, hein, qui semble planer sur les sports d'hiver en France, avec toujours les mêmes enjeux sur le plan économique, sur le plan de l'aménagement du territoire, et des enjeux qui, vous l'avez compris, sont quand même souvent teintés d'ambition politique. Je vous remercie. Merci infiniment pour cette présentation très, très complète et qui nous a fait traverser le XXe siècle. Alors, je relaye deux petites questions ponctuelles qui sont apparues. La première concerne la dévaluation que vous mentionnez. C'est celle de quelle année? C'est de 1924. 1924, c'est ça. Le gouvernement voilà. Poincaré. C'est ça. Le fameux franc Poincaré. Autre question, on nous demande si nous avons préparé cette séance avec le comité d'histoire de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports. Alors nous connaissons bien ce comité d'histoire, mais en fait nous avons fait cavalier seul, si je puis dire, en venant vous pressentir directement. Donc voilà la réponse à la question. Pour ma part, moi j'avais une petite question. J'ai vu qu'il était apparu au début, lorsque c'était en Scandinavie, des épreuves motorisées. Oui. Dans mon souvenir, les épreuves motorisées ont été rapidement interdites. Il n'y en a eu qu'une seule au début du XXe siècle en motonautisme. Et donc je voulais savoir si elles avaient été également supprimées progressivement ou si elles avaient été maintenues. Alors ces épreuves, elles apparaissent dans les fameux Jeux nordiques, effectivement, dont on a vu la diversité des disciplines. Elles sont ponctuelles. Elles sont ponctuelles et elles relèvent plutôt de l'attraction. Et elles ne reviendront pas. Effectivement, vous avez raison de souligner que l'histoire de l'olympisme n'est pas l'histoire des sports mécaniques. C'est ça. Mais écoutez, moi, il n'y a plus d'autres questions qui soient... Si, il y a une question ? Non. Il n'y a plus d'autres questions et que nous sommes arrivés, nous avons un peu dépassé le temps, donc malheureusement on va pas prolonger, mais en tout cas on tient à vous remercier beaucoup pour cette belle présentation qui va mettre en perspective l'événement à venir et vous pourrez, je suppose, revenir pour nous en parler le moment venu. Avec grand plaisir, merci pour cette invitation. Voilà. Et à mon tour de vous souhaiter aussi de bonnes fêtes de fin d'année. Alors, dernier point, je vous souhaite aussi de bonnes fêtes de fin d'année à tous et toutes. Et je voulais vous signaler que le prochain Midi Histoire, il n'y en aura pas en janvier, mais il y en aura en février. Ce sera le vendredi 14 février 2025. Et il portera il est intitulé « Des bords du Nil au douanier 2.0 en passant par les gabelous de la ferme générale ». Et ce sera fait par Bruno Collin, que certains d'entre vous connaissent probablement, qui est président de l'Association pour l'histoire des administrations des douanes. Donc, bonne fête et bonne année.